Madame, Monsieur, bonjour. Très bon réveil à vous dans vos maisons. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril 2026 et comme chaque matin, nous sommes ensemble avec vous en direct de 7 heures à 9 heures pour décrypter ensemble l'actualité, comprendre les enjeux et donner la parole justement aux acteurs qui font bouger le Bénin. Ce matin, vous aurez la une des journaux parus ce jeudi matin pour faire le tour de l'actualité. Ensuite, le bulletin d'information, mais aussi le sport. Ensuite, ce matin, avec mon invité, nous allons aborder un sujet qui suscite débat et réaction, marche de gratitude à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon. Pourquoi la jeunesse béninoise rend-elle hommage à Patrice Talon? On va lui poser la question, justement, un mouvement qui interroge autant qu'il interpelle entre reconnaissance, engagement citoyen et lecture politique. Pour en parler, je serai avec Arsène Yaouvi, acteur politique et président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous irons également faire un tour du côté du numérique avec Actu sur le net. Ça va être votre rubrique avec Florence Bossa. Justement, nous allons faire un tout pour voir quels ont été les sujets que vous avez commentés ces derniers jours. Et justement, dans notre forum de discussion, nous reviendrons sur une actualité qui a fait beaucoup réagir ces derniers jours. Le président Patrice Talon et le président élu, Romia de Wadaï, ont effectué ensemble plusieurs visites de terrain pour constater l'évolution de grands chantiers à travers justement le pays, notamment dans une ville à Ouida, à quelques semaines de l'investiture prévue pour le 24 mai prochain. Ces apparitions publiques côte à côte ne passent pas inaperçues entre symboles de continuité de l'action publique, stratégie de transition ou démonstration de cohésion au sommet de l'État, la présence des deux hommes ensemble sur le terrain, les analyses, talent Wadaï côte à côte, les grandes leçons à tirer, eh bien, nous allons aborder ce sujet dans notre forum de discussion. Voilà pour vous le menu de votre matinale. À nouveau, bonjour et bienvenue. Voici chez vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens parus ce jeudi matin? On commence par le quotidien cher autour du prix du ciment au Bénin, dépôt dégarni, ensuite des clients à bout de souffle. C'est un dossier que vous propose le quotidien Fraternité. Nous avons le démenti de l'APCB sur les prix qui ne fait pas baisser la pression. Enes Baguidi, il n'y a pas de raison que les distributeurs nous fassent le loir sur le marché. Démission et repositionnement, une nouvelle ère politique en gestation à l'aube du premier septennat. Crise au sein du Parti Les Démocrates, la justice rend une décision favorable au camp Achadi. Ensuite, Afrique du Sud, Kémy Seba, maintenu en prison. Une nouvelle audience prévue pour le 11 mai. La Nation, le quotidien du service public, protection du patrimoine culturel, le Bénin s'offre de nouvelles perspectives. Ensuite, état financier 2025 de la BCAO, bilan en hausse de 24%, bénéfices en recul de 14%. Nous sommes toujours avec la Nation, vidéo publiée sur l'accès à l'eau potable à Djidja, une mission de terrain pour rétablir l'effet descente inopinée de l'ANM entre février et avril, 1524 balances inspectées dans 324 boutiques. Et puis, on reste toujours avec la nation. Fraude à l'électricité au Bénin, la SBE alerte sur un fléau silencieux aux conséquences lourdes. On va évoluer justement avec notre quotidien Les 4 vérités. Fraude et vol d'électricité au Bénin, la SBE alerte et expose les conséquences. Anniversaire du président Patrice Talon le 1er mai, Karim Da Silva rend un vibrant hommage aux bâtisseurs du Bénin. Eh bien, ton mérite sera reconnu et justice te sera rendue, déclare justement le nonagénaire. Ensuite, après la proclamation des
résultat définitif de la présidentielle 2026. L'Église apostolique du Bénin félicite Romiad Wadahi. On va évoluer avec le grand jury, torture par le feu d'une jeune femme à Ekpe, 6 personnes déposées en prison, un septième en cavale. Bénin, vie des partis politiques, Nourenou Achadé, conforté à la tête du parti Les Démocrates. Scandale, grandeur nature à la carrière d'Akasato dans Abomey Calavi. La Sotec extrait illégalement du sable Zekanmen. Ensuite, justement, avec Gasquiani Info, 10 ans de transformation éclairée, Patrice Talon. L'esthète bâtisseur souligne le journal Gasquiani Info, protéger le passé, construire l'avenir, nouvelle avancée pour les trésors béninois, l'eau potable pour tous à Didia, un engagement concret. Et puis crise au sein du parti Les Démocrates, la justice se consacre Nourenou à Tchadi. La guérite à présent, recomposition de la classe politique au Bénin à quand le ralliement officiel de la FCBE à la mouvance s'interroge ce matin. La guérite, la démission du premier responsable du parti fait et polémique. Le matinal tortue d'une femme à Ekpe, les six présumés auteurs placés sous mandat de dépôt. Lutte contre la fraude énergétique au Bénin, la SBE, vent debout contre un fléau aux conséquences multiples. Et puis justice sud-africaine, le séjour carcéral de Kemi Seba prolongé. L'emblème du jour à présent, investiture de Romiad Wadahi à Cotonou, justement, les raisons d'un choix stratégique à lire et à retrouver dans les colonnes du journal. L'emblème du jour, diplomatie, prestige et reconnaissance internationale, un gala d'envergure mondiale à Sofitel pour célébrer Patrice Talon. Deuxième journée de Wemerwe, édition 2026, la caravane démarre des Aguigués. Ce jeudi matin, investiture de Romiad Wadahi, le fan club Euro en ordre de bataille pour une mobilisation exemplaire. Dabarou à présent, démission de Paul Rompet de FCBE, signe de crise aux stratégies de repositionnement politique, s'interroge le quotidien de Parakou. Ensuite, école primaire publique Albarika non clôturée depuis 1978, Prosper Ayenan appelle le maire Zulkifli Zakari à agir. Victoire du duo Wadahi Talata dans l'Atlantique, le travail de Charmel dessous et la Ferro a payé. Ensuite, le Soleil Bénin Info, bras de fer judiciaire chez les démocrates Achadé triomphe au tribunal, mais hérite d'un parti en lambeaux. Le parti est désormais face à son destin. Condamnation d'un homme pour des dérives électroniques. La justice rétablit l'honneur du député Armand Gansé. Ensuite, transition sommet de l'État. Talon et Wadahi affiche leur entente à Ouida. On va retrouver notre quotidien, le potentiel à présent, offensive judiciaire dans la violence inhumaine à Sémépodi, 6 suspects écroués après la torture atroce d'une femme à Ekpe, l'indignation nationale provoquée par la vidéo insoutenable accélère l'enquête. Drame familial dans le Koufo à Lalo, un écolier décède après une sanction infligée. Dans sa famille, accusé d'avoir fumé, l'enfant de 13 ans est décédé après un malaise. Fraude à l'électricité au Bénin, la SBE intensifie la lutte contre un fléau handicapant pour le progrès. Entre héritage politique et promesse d'apaisement national, Wadahi, l'homme de la continuité et de la cohésion. L'espère Léon Angerin Koboudé, justement, voit en lui un président rassembleur capable de prolonger les réformes tout en apaisant, justement, le climat politique.
La boussole politique béninoise Adam Tchabi-Bouka, un exemple de la patience à méditer par la jeunesse. Affaire Kémy Séba, la justice sud-africaine durcit le temps, une longue bataille d'extradition s'annonce. Confirmation d'Atchadé à la tête du Parti Les Démocrates, pour quel avenir politique s'interroge ensuite le journal La Boussole. Ensuite, Martin Libre, présent free roaming entre le Bénin, le Sénégal et le Togo. La CEP Bénin supprime les barrières tarifaires excessives. Diplomatie Wadaï, une première visite officielle à Niamey, s'interroge le quotidien Matin Libre. Démission de la tête du parti La Force Corée pour un Bénin émergent. Le Sénat, la prochaine destination de Paul Rompin, s'interroge aussi Matin Libre. Vie des partis politiques, les LD, la justice donne raison au camp Atchadé. Ensuite, Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Amnesty exprime ses inquiétudes et interpelle la FIFA. Et puis à Godomé, un réseau de vols de motos démantelé. L'informateur à la HAC, Edouard Leco, reçoit Amadou Diong en audience. Ensuite, dénouement de la crise au sein du parti Les Démocrates à Tchadé l'emporte sur Rondété en tranchant ce mercredi 29 avril 2026 en faveur du parti Les Démocrates. Le tribunal a consacré la victoire de Noureni à Tchadé sur Éric Rondété, une décision qui rend le parti euh, en, qui met le parti, en tout cas, qui met fin justement à cette bataille judiciaire. Et puis avec la force curée pour un bien émergent, après la démission de Paul Rompé, la réaction du bureau politique. Un conseil national annoncé pour le 9 mai. Afrique du Sud, Kémy Séba, maintenu en prison. Et puis on va finir avec fraternité, surenchère autour du prix du ciment au Bénin. Fraternité consacrant un dossier, dépôt, dégarni, des clients à bout de souffle. Et puis ensuite un démenti de l'APCB sur les prix qui ne fait pas baisser la pression. NS Baguidi, il n'y a pas de raison que les distributeurs ne fassent leur loi sur le marché. Démission et repositionnement, une nouvelle ère politique en gestation à l'aube du premier septennat. Ensuite, crise au sein du Parti Les Démocrates. La justice rend une décision favorable au camp Atchadé. En Afrique du Sud, Kémy Séba, maintenu en prison, une nouvelle audience prévue pour le 11 mai. Voilà pour vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Nous allons suivre à présent le bulletin d'information. On est venu aujourd'hui rencontrer le maire et ses collaborateurs pour parler d'une activité qui nous tient à cœur, c'est développer progressivement des relations entre le port de Cotonou et la ville de Cotonou. Cotonou est une ville portuaire et elle partage des défis communs. Et un premier défi, c'est la gestion de l'espace, puisque le port est au milieu de la ville. Le deuxième défi, c'est un défi environnemental, puisqu'il y a de la pollution qui est générée par les camions qui traversent la ville et les navires qui accostent. Et un troisième défi, c'est le développement économique. Le port attire des investisseurs, crée des emplois. Et les gens qui travaillent au port vivent dans la ville de Cotonou, du moins une partie d'entre eux. Et un dernier, quatrième défi, c'est la gouvernance et la gestion des projets communs. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Monsieur le maire pour un partage d'idées et de réflexions autour donc, de ce qu'on pourrait faire ensemble maintenant et à l'avenir. Notre collaboration se situe dans un cadre qui est celui de l'Association internationale des villes portuaires. C'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans et qui regroupe 45 pays et 180 membres. Et donc, nous allons soutenir la participation du maire à l'Assemblée générale donc, à venir en 2026 à Dunkerque de cette association. Et nous allons travailler avec le maire et ses collaborateurs sur l'identification de projets communs. On est venu rencontrer la présidente de la Haute Cour de justice et les membres de la Cour
pour prendre contact avec eux. L'objectif ultime de cette visite, au-delà donc de la prise de contact, c'est d'échanger un peu et avoir les orientations, les suggestions aussi de la Haute Cour de justice sur notre mandat. Il faut dire qu'actuellement, nous avons un double mandat, le mandat de la protection et de la promotion des droits humains et le mandat de la prévention. Et sur ces deux mandats, il y a de nombreuses structures que nous devrions toucher. Et au nombre de ces structures, il y en a qui sont extrêmement sensibles. Et il était indispensable pour nous justement de venir échanger pour voir, nous tirer un peu, tirer le leçon de l'expérience vraiment de la Haute Cour de justice pour voir un peu dans quelle mesure la Cour peut nous accompagner ou nous aider à mieux comprendre, à débrouiller cet environnement un peu plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Les échanges ont été très enrichissants et nous en sortons vraiment très ravis dans la mesure où la présidente de la Haute Cour de justice nous a assuré de sa disponibilité pour participer aux réflexions sur les droits humains avec nous de façon générale et voir aussi dans quelle mesure les questions spécifiques sur lesquelles la Haute Cour de justice peut se prononcer, puisse participer à la réflexion avec nous. Les meilleures contributions sur la question de la santé, la dignité et la justice menstruelle sont ici célébrées suite à l'appel à contribution lancé en février 2026. Elles sont issues d'une part du projet 100% Règle-moi ça et d'autre part du colloque national scientifique sur la santé, la dignité et la justice menstruelle COSDIM organisé en décembre 2025. 26 personnes ont été récompensées aujourd'hui pour leur travail rigoureux, pour leur travail scientifique, pour leur travail qui part d'un processus très profond. Et donc, c'était un honneur pour nous d'accompagner cette démarche-là. Tout le comité politique, scientifique, mais aussi le jury, voudrais vous remercier pour votre participation au colloque, mais surtout pour la qualité de votre soumission, de vos productions. Être récompensé aujourd'hui, c'est recevoir bien plus qu'un prix. C'est entendre que le travail que nous avons accompli, les questions que nous avons posées, les réalités que nous avons choisi de mettre en lumière méritaient d'être portées à la connaissance de tous. La santé, la dignité et la justice menstruelle sont des enjeux publics qui affectent profondément le corps, le quotidien et l'épanouissement de millions de femmes et de jeunes filles. C'est le fruit d'un engagement, d'une sensibilité et d'une volonté de comprendre et de transformer les expériences vécues par de nombreuses filles et femmes. Leurs réflexions alimenteront des décisions politiques et renforceront les actions de terrain portées par les organisations telles que Filles en Action. Le projet 100% s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale en portant haut la nécessité de briser les tabous, de renforcer l'accès à l'information et de promouvoir des approches plus justes et inclusives autour des réalités menstruelles. À Soava, la vie se dessine au rythme de l'eau. Entre barques flottantes et maisons sur pilotis, la commune lacustre, vitrine touristique du Bénin, amorce un nouveau cap politique. Le conseil communal, conduit par André Taudier, tient sa première session depuis son installation. Objectif, poser les bases d'une gouvernance tournée vers le développement et le bien-être. Nos sessions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont des moments solennels où se décident les orientations majeures du développement de Soava. Chaque minute de retard que nous accumulons est une minute de service public perdu pour nos populations. Chaque absence injustifiée est un déni de démocratie. À Soava, chaque déplacement raconte une histoire, chaque vague porte une promesse. Dans son discours d'ouverture, le maire salue les efforts du gouvernement, notamment sous l'impulsion du chef de l'État Patrice Talon pour les projets de développement réalisés dans la commune. Cette session marque le coup d'envoi des grands chantiers pour les 7 prochaines années. Je vous invite donc toutes et tous à nous mettre résolument au travail, chacun à son niveau,
de responsabilité, avec rigueur, transparence et développement, ensemble, unis comme les rameurs d'une même pirogue, affrontant les vents et les vagues, nous ferons de Soava une commune prospère, résiliente et fière. Dans cette commune où l'eau est à la fois contrainte et richesse, les attentes des populations sont nombreuses. Amélioration des conditions de vie, renforcement des infrastructures, valorisation du potentiel touristique. Soava entre tradition et modernité, le défi est lancé. Transformer les atouts naturels en levier durable de développement pour le bien-être des populations. Nous sommes venus ici, c'est pour un mandat, c'est pour une mission spéciale, œuvrer pour le développement de notre commune. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de distinction entre parti UP, parti BR. Nous sommes tous ensemble. Je voudrais remercier M. le maire parce que son discours de tout à l'heure est un discours rassembleur, est un discours qui porte sur les grands défis faits de notre milieu. Et je pense qu'avec cet esprit de cohésion qu'il a affiché à l'entame et avec la contribution de tous les conseillers, je pense que nous allons relever l'ensemble des défis qui se retrouvent aujourd'hui face à notre population et nous travaillerons ensemble pour apporter des éléments adéquats pour les 7 ans à venir. Comme l'a dit le maire tout à l'heure dans son discours, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Nous allons travailler en symbiose. Il n'y aura pas de parti bloc républicain à part, il n'y aura pas de parti Union progressiste de renouveau à part. Nous allons rester ensemble pour un seul parti. Le seul parti, c'est le développement de la commune de Soava. Dans les 7 ans, moi, j'avais prévu beaucoup de choses. Faire des grandes salles pour, je peux appeler les juges, les gens de la justice pour venir éduquer nos sœurs, nos petites sœurs et nos frères, pour les donner de bonnes éducations, pour les préparer sur les futurs. Après, c'est pas aussi au niveau de nos mamans qui font les petits commerces. Je me prépare au moins pour les financer, au moins pour les trouver des crédits pour que eux-mêmes, les activités vont bien fonctionner. On est ensemble. On attend pour quelques années ou bien quelques mois pour finir. Pour voir qui quitte à Kassato, aller à Soava. Si on finit ça, la population, ce qu'on va faire, le temps de Wadaï maintenant, ce qu'on va faire, on va te dire ça, même maintenant actuellement, on ne peut rien dire à la population. Moi, je ne sais pas mentir à la population, mais soit va partir. Au poignet d'Isaac, cet après-midi, 2 bracelets artisanaux. L'étudiant en première année justifie le port de ses parures par leur esthétique. Bon, je ne sais pas pour les autres, personnellement, moi je porte ça parce que je vois que ça embellit la main, ça fait plus présentable. Comme lui, beaucoup de Béninois optent pour cet accessoire de mode pour ajouter une touche particulière à leur style vestimentaire. Cependant, les qualités recherchées ne sont pas toujours les mêmes. Certains préfèrent les bracelets à valeur spirituelle. Bon, au fait, j'ai acheté ça à l'église. C'est un objet de piété qui me protège partout où je passe contre des mauvais esprits. Comme je vends aussi au bord de la voie, ça va me protéger aussi, c'est un peu ça. Et c'est un joli truc qui est sur ma main aussi. Ça me donne un peu de sécurité et ça me rassure quand je porte les bracelets qui entrent dans la piété. Église, boulot, restaurant, cérémonie, ces ornements sont pour les adeptes un véritable passe-partout. Selon l'artisane, il joue également un rôle non négligeable. Les gens viennent acheter pour offrir, soit pour les anniversaires, soit pour les gens qui voyagent, pour offrir comme cadeau. Et bon, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, ils donnent ça à leurs amis. Cerise sur le gâteau, le bracelet artisanal ne coûte pas cher. Les prix varient de 1 000 francs à 2 000, 2 500, ainsi de suite. Ça dépend de la pierre et ça dépend de la perle aussi. Il y en a qui sont totalement moins chers. Hein. Vous avez par exemple les petits bracelets qu'on vend à 100 francs. La fabrication de ces bijoux, fruit d'un travail 100% manuel,
requiert une association de matières premières et du temps. Nous, on achète les fils de perles, mais on préfère surtout les pierres parce que ça a des vertus. Et avec ces fils-là, on fabrique nos bracelets. Il me faut au moins 1 heure du temps. Au moins, si la personne est un peu rapide, c'est 1 heure. Hématite, œil de taureau, œil de tigre, cori. Sur le marché, les bracelets artisanaux présentent une variété de motifs à la satisfaction de tous les goûts. L'UNICEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a organisé ce vendredi la projection du film Doué au lycée des jeunes filles de Parakou. Ce film, né d'un atelier de regard croisé à Lokossa, rassemble les témoignages de 12 adolescentes venues des différentes régions du Bénin. Chers collègues de l'Institut français, votre engagement à nos côtés pour rendre cette projection possible et surtout pour la partager avec les jeunes lycéennes est précieux. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Prenant la parole, la proviseure du lycée des jeunes filles de Parakou a salué l'initiative ainsi le choix porté sur son établissement. Chères filles, être une fille aujourd'hui, ce n'est pas seulement grandir, aller à l'école et réussir ses examens. C'est aussi apprendre à se connaître, à croire en soi, à croire en ses potentialités, en ses capacités, à oser prendre sa place dans la société. Dans la salle, l'émotion était palpable. Les apprenants du lycée des jeunes filles de Parakou, venus très nombreuses assister à la projection, n'ont pas caché leur admiration. J'ai retenu que la fille était déterminée à aller à l'école, mais son père ne voulait pas. Peut-être à cause du manque de moyens, mais surtout parce qu'il ne voulait pas que la fille aille à l'école. Par rapport à ce film, moi je retiens que celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter. À travers Doué, l'UNICEF et l'Institut français de Parakou entendent offrir une tribune aux adolescentes béninoises tout en invitant la communauté éducative et le grand public à porter un regard attentif sur leurs réalités et leurs aspirations. Le vuvuzela retentit. Le signal est donné. La battue est lancée. Avant de s'enfoncer dans la brousse, le rituel. Amulette au cou, les chiens trépignent. Les chasseurs purifient leurs armes par fumigation. D'autres mâchent des préparations pour s'attirer la chance. L'enjeu est de taille. Ici, on se prépare aussi mystiquement. La traque commence. Ça chauffe déjà. Les chasseurs s'infiltrent. Ronces, troncs, ravins, rien ne freine leur ardeur. Ils bravent les obstacles à la recherche du gibier. La marche est périlleuse, épuisante. Après plusieurs heures sous le soleil, les moins endurants marquent une pause. On est fatigué, on est en train de prendre le médicament un peu pour commencer le travail. Pour tenir, ils boivent l'eau de la rivière. Impropre, mais vital. C'est la réalité du terrain. Cinq heures plus tard, premier retour. Certains, découragés, reviennent les mains vides. D'autres, fiers, les bras chargés de gibier. Au camp, les prises sont entassées devant Boukari Mohamed Al-Hassan, président des chasseurs. Chacun exhibe sa proie. 2 jours de chasse, 2 jours de travail acharné. La brousse
a rendu son verdict. Les animaux abattus sont offerts au roi, signe de dévouement et de soumission à l'autorité traditionnelle. Et bien voilà, nous sommes de retour. C'était à l'instant chez vous le bulletin d'information afin de faire un peu le tour de l'actualité ce jeudi matin. Un autre rendez-vous qui vous attend, c'est celui que j'aurai avec mon invité. Nous allons échanger autour de cette initiative Marche de gratitude. Et puis on s'interroge ensuite pourquoi la jeunesse béninoise rend-elle hommage à Patrice Talon. Il faut le préciser, c'est une initiative justement qui interroge autant qu'il interpelle entre reconnaissance, engagement citoyen et lecture politique. Et pour en parler, je serai avec Arsène Yaovi, acteur politique et président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives à la mairie d'Abomey-Calavi. Mais avant, on va faire le sport avec Candé Mourinto. Candide, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. La manche allée des demi-finales de la Ligue européenne des champions a connu son épilogue ce mercredi. C'est bien cela, après donc la victoire du Paris Saint-Germain devant l'équipe du Bayern de Munich dans un match fou qui est allé jusqu'à 9 buts au terme donc de la rencontre. La deuxième affiche des demi-finales de cette édition 2025-2026 de la Ligue européenne des champions s'est soldée par un score nul et d'un but par tour entre l'équipe de l'Atlético de Madrid et son homologue de l'Arsenal. Entre les deux équipes, il n'y a pas eu de vainqueur au terme donc des 90 minutes de la rencontre. Et il y a un autre fait qu'il est important de notifier au terme donc de ces 4 rencontres allées des demi-finales de cette Ligue européenne des champions. C'est la toute première fois de l'histoire que les 4 demi-finales, dans les 4 demi-finales, les différentes équipes ont eu à marquer justement un penalty au terme donc de la manche allée. La toute première fois qu'un scénario presque similaire s'était produit, c'était en 1958 où c'était justement à l'issue de la double confrontation. Cette fois-ci, c'est uniquement à l'issue de la manche allée que les 4 équipes ont déjà eu à inscrire chacune un penalty dans ces différentes confrontations entre elles, justement comme temps pour la manche allée, les demi-finales de la Ligue européenne des champions. Rendez-vous dans une semaine pour la manche retour de cette étape décisive pour s'ouvrir les portes de la finale de cette édition de la Coupe aux grandes oreilles, celle justement qui va assister à la succession ou non du Paris Saint-Germain cette saison. En Ligue Europa, les demi-finales s'ouvrent justement ce jeudi par la manche allée. 2 matchs à suivre ce soir à partir de 20h précisément. Nottingham Forest va défier l'équipe de Aston Villa. Pendant ce temps, Fribourg sera en déplacement sur le terrain du FC Braga pour cette manche allée des demi-finales de la Ligue Europa de cette saison. Donc entre les deux équipes, voilà donc les 2 matchs à suivre ce soir précisément à partir de 20h. Nottingham Forest, Aston Villa et puis Fribourg, Braga précisément à partir de 20h. Le tirage au sort de la phase qualificative du tournoi olympique de football féminin Los Angeles 2028 a été effectué ce mercredi. La Confédération africaine de football fixe désormais les 35 nations engagées pour le compte de ce tournoi qualificatif pour le rendez-vous de Los Angeles 2028 au niveau donc de l'épreuve du football féminin. Rappelons qu'à Paris en 2024, il y avait le Nigeria et la Zambie qui ont défendu les couleurs du continent, les couleurs donc de l'Afrique. À ce grand rendez-vous olympique, cette fois-ci, 35 nations sont en lice pour les 2 billets qualificatifs au rendez-vous de Los Angeles 2028. À l'issue donc du tirage au sort effectué, ces 35 différentes nations sont fixées et sur ces 35 nations, 6 vont déjà prendre part le premier tour et 6 vont disputer le premier tour comme vous le voyez à l'image. L'équipe du Soudan va défier son homologue de Comores, le
Soudan du Sud va défier l'équipe du Madagascar et puis l'équipe de Mauritius va défier son homologue de Djibouti. Après donc ces différentes rencontres du premier tour, on va assister à l'ouverture du deuxième tour qui va se dérouler du 1er au 9 juin prochain. Bien entendu, la Tunisie va défier l'équipe du Sénégal, le Bénin sera face au Mali, le Congo-Brazzaville sera l'adversaire donc du Maroc, le Nigeria sera face au vainqueur du match entre le Soudan et l'équipe du Comore au premier tour. Et bien la Guinée va défier l'équipe du Cameroun, la République démocratique du Congo va défier l'équipe de la Côte d'Ivoire, l'Algérie hérite donc de la République centrafricaine, le Burkina Faso va tomber donc sur l'équipe de la Guinée équatoriale, le Rwanda va défier l'équipe de l'Éthiopie, Botswana, Tanzanie, Angola, Namibie, et puis le vainqueur du match entre le Soudan du Sud et l'équipe du Madagascar va défier donc l'Afrique du Sud. L'équipe du Seychelles va affronter le Kenya, le Malawi, adversaire donc du Zimbabwe, et puis l'Ouganda sera l'adversaire de la Zambie. Le Ghana va hériter donc du vainqueur du match entre Mauritius et l'équipe de Djibouti. Vous l'avez entendu un peu plus tôt, les Amazones olympiques vont défier donc au deuxième tour de cette étape qualificative leurs homologues maliennes. Exemptés donc du premier tour, Noélie Abamo et ses coéquipiers seront face à leurs homologues maliennes pour donc le deuxième tour de cette étape qualificative pour le tournoi olympique de football féminin des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les Amazones U20 du Bénin s'activent pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde Junior 2026. Oui, il s'agit donc de la dernière étape pour s'ouvrir grandement les portes du mondial de Pologne 2026. Le mondial des moins de 20 ans au niveau de la catégorie des dames. Après donc une semaine de stage à Lomé au Togo, la sélection junior du Bénin est désormais dans la dernière ligne droite de sa préparation pour le rendez-vous du samedi prochain. Le rendez-vous face à l'équipe féminine junior de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de la manche aller prévue se tenir à Abidjan. Une manche aller à bien négocier pour prendre déjà une option sérieuse sur la qualification au mondial avant donc la manche retour prévue à Lomé au Togo. Et dans le cadre de cette manche aller, l'équipe enchaîne les séances d'entraînement en terre ivoirienne. Hier même après-midi, elles ont tenu, il faut le dire, les Amazones ont tenu une nouvelle séance d'entraînement sous la houlette du duo technique Ouzero Adikato sur les installations du lycée classique d'Abidjan. Une séance partagée entre intensité et rigueur, concentration surtout autour donc de schémas tactiques et techniques sur les installations du lycée classique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les séances se poursuivent donc tout se met progressivement en place pour permettre aux Amazones de défier avec ambition leurs homologues ivoiriennes samedi prochain dans le cadre de la manche aller de cette double confrontation comme temps pour le 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Et en prélude donc à cette double confrontation entre Amazone U20 et Ivoirienne U20, bien entendu, la Côte d'Ivoire a dévoilé hier sa liste pour défier les Amazones du Bénin. Sur cette liste, on retrouve bien entendu des joueuses qui évoluent, que ce soit au plan national ou hors du pays. Au poste de gardien de but, on a Kela Rosine de International Sion, Conan Océan de Stella Club, tout comme sa coéquipier en club Zadi Kaolo. En défense, nous avons du Corée Lucie de Stella Club, Bukayoko grâce du RF Kokodi. On a Yapi Marie grâce d'AJFC, Zon Ambo Awa de Soa FC, Digue Priscilla de Sifad. On a également Conan Emily, tout comme Bimanta, Yapre et Kamga. Rebecca, en milieu de terrain, nous avons Aïdara Mamagar. On a également Kamamoko, Karamoko, bien entendu, Nourou. On a Prosopi, Boiseau, Gemina, Fofana Mama Junior, Timité, Yasmine et bien entendu, Djanlou, Autré et Ntri, Anema. Grâce. Et puis en attaque, nous avons au total 4 joueuses convoquées par donc le sélectionneur des Ivoiriennes U20. On a série grâce Nguessan Joa à Roland, on a Boka Ange Allison et puis Nguessan Akissi Nadej. Voilà donc les joueuses convoquées par la Côte d'Ivoire pour défier les Amazones U20 du
Bénin. On va revenir maintenant au plan national parler de. Mais je sens que ça va être chaud. Cette rencontre. Ça va être chaud entre Amazone du Bénin et Ivoirienne. C'est pas la première fois. Non, c'est la première fois au niveau des dames, pas la première fois au niveau des sélections, puisque récemment, il y a cela quelques semaines, les Amazones Célion ont défié les Ivoiriennes. C'était une occasion d'ailleurs pour le sélectionneur de faire tester quelques joueuses U20 qui allaient justement défier ces Amazones ivoiriennes. On a même vu Romain Gandonou qui a disputé cette rencontre face aux Ivoiriennes seniors. C'était une manière pour le sélectionneur de préparer déjà en amont cette explication et aussi à la Côte d'Ivoire d'observer quelques pions de l'équipe béninoise. Donc le match a démarré il y a bien longtemps, déjà dans les coulisses, déjà dans les préparatifs, et maintenant que nous sommes à quelques heures de cette explication, ça sent très très électrique entre les deux sélections. Ça va être chacune des deux équipes veut justement s'ouvrir les portes du mondial, puisque c'est le dernier tournant pour accéder, pour s'offrir justement le ticket pour le mondial de Pologne 2026. Parce que déjà sur les tours précédents, il y a déjà eu 3 différents tours précédents, et qui n'accède pas au dernier tour, n'accède pas au dernier tour, c'est justement ceux et celles qui ont eu à bataille dure pour s'ouvrir, avec l'ambition de s'ouvrir les portes du mondial. Romain, elle descend. Elle est justement dans l'effectif qui va défier samedi prochain. Parce qu'elle est en club en France. Non, elle évolue à Tambou FC d'Adjara, cette fois-ci au Bénin. Mais elle est au niveau de l'équipe qui va défier samedi prochain les Ivoiriennes. Vous parlez plutôt de Germaine. De Germaine, voilà, je parlais plutôt de Germaine. Qui évolue au Maroc. Elle descend dans les toutes prochaines heures pour rejoindre l'effectif. Il y a également d'autres joueuses, notamment Osan Soukou, qui évolue du côté du Canada, qui est descendu il y a cela quelques heures et qui a même participé hier à sa toute première séance avec l'équipe, d'ailleurs sous la tunique de l'équipe nationale du Bénin, elle qui est la nouvelle trouvaille du sélectionneur Abdoulaye Ouzero, qui va justement tenter d'écrire l'histoire, déjà commencer par le match du samedi prochain comme temps pour la manche aller, déjà prendre une option sérieuse sur la qualification au mondial de Pologne 2026 en s'offrant pourquoi pas une victoire déjà en terre ivoirienne et finir avec une belle opération à Lomé au Togo pour la manche. Quand on suit les projections, notamment les derniers matchs, ça promet. Ouais, ça promet. Quand on regarde déjà le parcours de ces Amazones du Bénin, déjà au deuxième tour, elles ont eu à chicoter leurs homologues de la Guinée. Vous aimez ce mot, chicoter. Bien entendu, personne ne voyait venir ces Amazones qui, sur les 2 dernières campagnes, puisque c'est la 3e fois qu'elles prennent part à cette campagne qualificative pour le mondial de leur catégorie. Sur les 2 dernières campagnes, elles n'ont pu accéder à cette étape de la campagne, notamment accéder à l'avant au dernier tour de la compétition, au dernier tour qui est justement le 4e tour de la campagne qualificative. Cette fois-ci, c'est une première d'ailleurs pour ces Amazones de disputer ce dernier tour qualificatif, et cette fois-ci, elles ont l'opportunité de s'ouvrir les portes du mondial. Déjà au 2e tour qualificatif, elles ont eu à étrier leurs homologues de la Guinée, et au 3e et avant-dernier tour de la compétition, tomber sur une équipe égyptienne qui compte déjà dans son portfolio 6 participations à une Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, au niveau donc de la catégorie des moins de 20 ans, au niveau des dames, ou contre 0 pour les Béninoises. Elles ont quand même eu à s'offrir cette qualification déjà par une victoire, 1-0 au match aller en terre égyptienne, avant donc de finir avec une belle opération en terre togolaise pour donc le compte de la manche au retour. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe avec un cran au-dessus de l'équipe béninoise, mais les Amazones sont bien déterminés avec justement de l'ambition et une rigueur, surtout quand vous suivez les différentes séances d'entraînement, une rigueur surtout dans leur comportement pour aller chercher avec toute la rage possible le ticket qualificatif pour le rendez-vous de Pologne de 2026. En tout cas, on va suivre de très près les différentes séances d'entraînement et surtout souhaiter bonne chance à cette équipe et surtout à son sélectionneur qui sont en passe d'écrire l'histoire, qualifiée pour la toute première fois de l'histoire une équipe féminine à une Coupe du Monde. Ça sera justement à l'actif de toutes les 6 sélections nationales, à l'actif de toutes ces joueuses et à l'actif du Bénin. En tout cas, c'est ce que nous on n'aime pas ici en tant qu'acteur qui les victoires, les médailles et justement les victoires, les médailles. On va leur souhaiter bonne chance et revenir au plan national, parler de la Ligue 3 masculine dont la 17e journée a été abordée ce mercredi. 4 matchs
matchs déjà déroulés dans le cadre de cette 17e journée de compétition. Victoire à domicile pour Abisport devant l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée, 2-1, score nul d'un but partout entre l'équipe de la jeunesse athlétique de Mistreté et la jeunesse sportive de Ouida. À domicile, Ainovi s'est imposé par 1-2 à Italon, et puis Ewejes s'est imposé par 5-2 à l'équipe de l'Est Léopard. Cette 17e journée se poursuit cet après-midi avec une seule affiche à suivre à partir de 16h entre CFS et Tambour FC. Gadiara, ça sera sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calafi. Allez, on va passer maintenant au basketball. La fédération béninoise donc de la discipline de la balle orange a organisé du 21 au 26 avril une session de formation de niveau 1 des encadreurs de basketball dirigée par l'expert international, une initiative dont le but est de renforcer les compétences techniques et pédagogiques des acteurs du basketball béninois. Ils étaient au total 15 stagiaires à suivre les 5 jours de session intense sur les aspects théoriques pratiques de tous les concepts du basketball. Par ailleurs, par rapport donc au niveau 1, ils ont eu un programme intensif axé sur les fondamentaux du jeu, les stratégies tactiques ainsi que les méthodes pédagogiques adaptées à l'encadrement des jeunes basketteurs. On va écouter ici le représentant des participants et l'expert technique au thème donc de ce stage de formation. Un volume énorme de cours, aussi bien en théorie qu'en pratique. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau contenu et il y a beaucoup de détails désormais sur lesquels il faut insister. Avant, on ne parlait pas certainement des points d'apprentissage et encore moins des mots-clés. Désormais, on apprend beaucoup plus à contextualiser les exercices, à mieux les expliquer et à donner beaucoup plus de repères aux jeunes apprenants. J'ai été surpris agréablement par la structuration de la fédération. C'est vrai qu'on a toujours tendance à classer le Bénin comme un petit pays en termes de basket, puisqu'au niveau du ranking mondial, ils sont loin derrière, on va dire, mais j'ai été impressionné par le professionnalisme de la fédération, la structuration, la vision. Et je comprends que ce stage FIBA 1 fait partie d'un processus global pour arriver à monter dans ce fameux ranking, sachant que dans la zone 3, il y a quand même deux gros pays qui barrent la route. Donc le défi est de taille, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Très engagés, très dynamiques. Bon, ce sont des entraîneurs déjà expérimentés, c'est les critères du FIBA 1. Mais ce sont des entraîneurs qui sont focus, qui sont bien préparés, qui ont progressé tout au long de la semaine. Voilà donc ce qu'on peut retenir donc de cette formation de niveau 1 de la FIBA a déroulé à Cotonou du 21 au 26 avril dernier. On va finir avec le tour d'horizon sportif de ce matin avec une discipline des sports de main également, le volleyball précisément. La phase retour de la ligue professionnelle de cette discipline a pris son envol. Et donc pour la première journée de compétition, une panoplie de rencontres déjà déroulées pour le compte de cette première journée. Déjà samedi, on a assisté à 10 différentes confrontations, dont 5 au niveau des dames, 11 confrontations et dont 5 au niveau des dames et 6 au niveau des messieurs. Au niveau des hommes, AS Police s'est imposé par 3-7-0 à l'équipe de All Star. Dynamique VBC s'est imposé par le même score à Étincelle. Même scénario, même victoire pour Finance devant l'équipe d'Alada Olympique. AS Cotonou s'est incliné sur 2-7 contre 3 devant l'équipe d'Aditya VBC. 3-7-0 pour la victoire de Béké devant la JSA. Et puis Assonunion s'est incliné 2-7 contre 3 devant l'équipe de Vessos. Au niveau des dames, toujours au cours de cette première journée déroulée samedi, Dynamique VBC s'est imposé par 3-7-0 à l'équipe d'Étincelle, 3-7-0 pour la victoire d'Alada Olympique devant Amazon. Même score pour les victoires de Adidja, Vessos et Phoenix respectivement devant AS Cotonou, Hirondelle et l'équipe de MSC. Dimanche, on a assisté à 5 rencontres, dont 2 au niveau des hommes. Au niveau des messieurs, l'équipe de Finance VBC s'est imposée par 3-7-0 à l'équipe de Vessos, 3-7-1 pour la victoire d'Énergie devant l'équipe de Jiba Omnisport. Et puis au niveau des dames, Jiba Omnisport s'est incliné sur un score de 3-7-0 devant Énergie VBC, 3-7-1 pour la victoire de Queens et celle de Dynamique VBC respectivement devant Vessos et Amal Volleyball Club. Allez Eric, ça sera tout pour les sports ce matin.
Merci à vous, Candide, pour ces informations sportives. Merci pour ces détails. Rendez-vous demain. Hein. Oui. On fera le point, justement, de l'actualité sportive avec vous. Demain, vendredi, je vous souhaite une très bonne journée. Du matin se poursuit un Mac nous pose. On revient avec notre invité. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Retour sur le plateau d'Actu Matin dans la suite de votre matinale. Je vous l'avais annoncé, eh bien, ce matin, notre sujet avec notre invité suscite déjà débat et réaction au sein de l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. La jeunesse qui décide de rendre hommage à Patrice Talon à travers une initiative de marche, une marche de gratitude. Ce matin, on s'interroge pourquoi la jeunesse béninoise rend-elle hommage à Patrice Talon. On va aborder ce sujet avec le docteur Hassen Yaovi. Plusieurs titres, justement, on va les évoquer ce matin. D'abord, acte politique, président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives à la mairie d'Abomey-Calavi, mais aussi coordonnateur, justement, du comité d'organisation de cette initiative, de cette marche de gratitude. Docteur Hassen Yaovi, bonjour. Bonjour, cher Eric. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. À peine la campagne électorale, la fin des élections présidentielles et résultats, que justement on vous retrouve sur un autre terrain. Cette initiative de marche de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Selon vous, pourquoi une partie de la jeunesse choisit-elle de rendre hommage à Patrice Talon? Merci. La jeunesse béninoise choisit de rendre hommage à Patrice Talon parce qu'il le mérite. Parce que depuis 10 ans, il a révélé notre pays. Depuis 10 ans, il nous a rendus plus fiers d'être béninois. Depuis 10 ans, lui-même est une fierté pour le Bénin. Depuis 10 ans, il bâtit notre pays avec une équipe solide. Depuis 10 ans, il fait du Bénin une destination sûre, une destination recherchée. Il fait du Bénin un pays touristique. Il fait du Bénin un pays respecté de par le monde entier. Depuis 10 ans, Patrice Talon a mis le Bénin à un niveau que personne ne pouvait imaginer. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Parce que dit comme ça, on va vous tasser d'allier juste des mots et des phrases. Quelles sont les actions concrètes, les réformes concrètes qui militent en faveur du chef de l'État Patrice Talon pour justifier cette reconnaissance? Oui, les réformes sont là, les actions sont là, les résultats sont là, on les voit. Aujourd'hui, le Bénin est autre chose. Le Bénin, ce n'est plus le pays que les gens ont connu il y a 15 ans, il y a 20 ans. Le Bénin est développé. Le Bénin est devenu un pays plus beau, plus assaini. Les réformes, la réforme du système partisan, moi, c'est mon coup de cœur. La réforme du système partisan qui discipline la classe politique. Parce que vous y avez trouvé votre compte ou quoi? Non, c'est pas ça. Parce que cette réforme nous discipline. Cette réforme nous oblige à être militants, à nous engager
et à rester fidèles à nos partis politiques, à suivre les consignes de nos partis politiques. Cette réforme récompense les jeunes engagés, les femmes engagées. Cette réforme permet aux gens et les oblige à se mettre ensemble pour parler d'une même voix, pour contribuer au développement du pays. Patrice Talon a fait plus de réformes. Il a fait beaucoup de choses. Les œuvres sont là. Aujourd'hui, quand on lance un concours et que quelqu'un dépose son dossier, il est sûr que quand il va travailler, il sera pris. Il va réussir. Dans le secteur des finances, je ne suis pas financier. Mais bon, je suis jeune entrepreneur. Mais aujourd'hui, dans le secteur financier, au niveau des impôts, il y a beaucoup de réformes qui nous permettent aujourd'hui de savoir qu'en tant que jeune entrepreneur, lorsque tu travailles, tu es payé dans un laps de temps. Ce n'était pas le cas. Les réalisations sont là. Vous avez le chic à Abomey-Calavi. Moi, je suis à Abomey-Calavi. Vous avez le chic. Regardez les nouvelles rues qui sont construites, les nouvelles voies qui sont bitumées, l'asphaltage dans les grandes villes de notre pays. Regardez la régularité et les élections qui sont organisées. Comment c'est fait? Les jeunes qui sont élus, les femmes qui sont élues, les jeunes qui sont promus. Voyez-vous, et la constance du gouvernement et de la gouvernance. Il y a beaucoup de choses qui militent en sa faveur, qui méritent que demain étant le 1er mai, son dernier anniversaire en tant que président de la République, et bien que nous, qui sommes les principaux bénéficiaires de ces œuvres à la tête du pays, que nous puissions lui dire merci et lui dire toute notre gratitude. Et cela se fait avec le soutien des présidents de nos deux partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et quand je reviens à cette marche, cette initiative, est-ce qu'elle est un acte purement citoyen ou il y a une dimension politique? C'est un acte purement citoyen. Les gens qui vont marcher demain, il y en a parmi eux qui ne sont pas des militants des partis politiques. C'est un acte citoyen. L'idée est arrivée comme ça. Nous en avons parlé entre nous jeunes et on a dit, bon ok, parlons-en à nos présidents de partis politiques. Nous leur avons parlé de ça. Ils ont dit, ça y est, c'est une bonne idée. On vous soutient. Mais ouvrez-la, que ce ne soit pas seulement les jeunes qui sont dans les partis politiques qui y participent. Tout le peuple, tous les jeunes. J'ai eu des appels aujourd'hui, des gens sont en route du Nord. C'est ça. Depuis l'annonce de l'activité de cette marche, les gens se sont annoncés. Les gens ont dit, on veut y être parce que l'homme mérite vraiment qu'on lui fasse cela, qu'on le lui reconnaisse. Les gens viennent de Dassa, les gens viennent de Parakou, les gens viennent de Banikwara, les gens viennent de Malanvi, de Kandi. C'est ça le Bénin uni. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de nous laisser comme héritage. Il a réconcilié les Béninois avec eux-mêmes. Il nous a montré que avec nos propres ressources, que nous pouvons de grandes choses. Il nous a montré que dans la gestion d'un pays, il faut du sérieux. Dans la gestion des communes, il faut du sérieux. Il nous a montré qu'on peut gérer sans forcément faire recours à des moyens ou à des personnes externes à notre pays. Il est en train de construire un pays sur fonds propres. Certes, nous sollicitons des financements à l'international, mais la plupart des chantiers qui sont faits aujourd'hui ou qui sont en cours, c'est sur fonds propres du Bénin. Et c'est ce qu'il faut saluer. Il nous a montré qu'en tout, il faut du sérieux. Et nous, jeunes particulièrement, ce qui nous laisse comme héritage, c'est son sérieux, le beau qu'il aime. C'est un homme élégant, qui aime l'élégance dans tout ce qu'il fait, qui aime le beau dans tout ce qu'il fait. Quand il veut faire, il le fait et il le fait avec élégance. Il ne bâcle pas. Il fait du sérieux, mais du sérieux dans tout ce qu'il fait. Et pour ça, il mérite d'être célébré. Il mérite la gratitude de la jeunesse particulièrement parce que c'est la frange la plus importante de la population. Justement, vous l'avez précisé, la plus importante de la population. Est-ce que la jeunesse, qui est d'ailleurs plurielle, nous avons une jeunesse à Cotonou, une jeunesse à Porte-Nouveau, un peu partout, est-ce que tous les jeunes se retrouvent vraiment dans votre initiative? Idéalement, tous les jeunes devraient se retrouver dans cette initiative. Tous les jeunes devraient se retrouver dans cette initiative. Qu'ils soient militants, engagés dans les partis de la mouvance ou non, tous les jeunes devraient se retrouver dans cette initiative. Voilà pourquoi nos deux présidents, nos dirigeants, les dirigeants des partis UPR et BR ont dit ouvrez l'initiative. Ne dites pas que c'est seulement les jeunes engagés, les jeunes militants de nos partis politiques qui vont y participer. Que tous ceux qui apprécient ou ont apprécié la gouvernance de Patrice Talon se joignent à nous, qu'ils viennent
et au niveau du commissariat central de Cotonou, demain à partir de 6h30. Ensemble, nous allons marcher de là, donc entre le carrefour du Rôle des Arts et le commissariat, nous prendrons le départ de là et nous allons marcher tout droit sur l'avenue des Armées jusqu'à l'Étoile Rouge, où nous allons faire une déclaration et cerise sur le gâteau, un cadeau sera offert au président de la République pour son anniversaire. Alors, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux à l'annonce de cette initiative. Certains y voient une forme d'instrumentalisation, au point même de dire que Patrice Talon a demandé cette marche. Vous connaissez très bien le président Patrice Talon. C'est un homme discret mais efficace. C'est un homme élégant. Vous pensez que le président Patrice Talon peut m'appeler moi et me demander d'organiser une marche pour lui? Vous pensez que le président Abdoulaye Biotchane, le président de mon parti, peut me dire Arsène, organise une marche? Quand l'idée est arrivée, nous avons dit, étant militants, il faut qu'on en parle à nos présidents. Parce que la réforme du système partisan le demande. En tant que militant, vous ne pouvez pas vous lever et aller faire ce que vous voulez. Il faut mûrir l'idée. Il faut en parler à vos devanciers, aux responsables de vos formations politiques. Et ensemble, ils apprécient pour voir les tenants et les aboutissants de l'initiative. C'est ce qui s'est passé. Quand l'idée est arrivée, c'est ce que nous avons fait. Ensemble, entre BR et UPR, nous jeunes, nous nous sommes portés vers nos présidents, nous leur avons parlé de l'idée. Waouh, vous avez eu cette idée? Ok. Nous, dirigeants, on en parle entre nous pour voir ce qu'il faut faire. C'est ce qui s'est passé. Personne ne nous a demandé d'organiser une manifestation. Et je ne vois pas le président Patrice Talon faire cette demande parce qu'il n'en a même pas besoin. Ses actions, ses actes parlent pour lui. Et il le mérite. Oui. Rarement nous avons vu de pareilles initiatives tout au long de son mandat. Parce que Patrice Talon lui-même s'y a opposé. Oui, Patrice Talon il ne supporte pas le populisme. Oui. Il a pris le risque de l'impopularité. Bien sûr. Pourquoi penser le faire maintenant qu'il est en fin de mandat? On n'a jamais fait une manifestation en son honneur. On n'a jamais organisé une marche pour lui. Parce qu'il n'aime pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a refusé pendant 10 ans. Donc vous bravez un principe du chef de l'État. On ne brave pas. Demain, c'est son anniversaire et c'est le moyen que nous avons choisi pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Nous ne l'avons pas fait depuis 2016. Et c'est seulement maintenant que nous le faisons. Il a toujours dit non. Je ne veux pas le culte de la personnalité. C'est bien ça, hein? Il ne veut pas du populisme. Il n'y a jamais eu une marche de soutien de la jeunesse à Patrice Talon. Mais avant lui, il y en avait toujours, presque tous les week-ends. Et c'est la première fois que les jeunes estiment que non, pendant 10 ans, il nous a dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Cette fois-ci, nous on brave ça. On brave ça et on lui dira demain toute notre gratitude, on lui dira merci parce qu'il le mérite. Cet homme mérite d'être célébré par tous les Béninois. Demain, 1er mai, tout Béninois, où qu'il se trouve, ici sur le territoire national ou à l'extérieur, devrait prier pour le président Patrice Talon. Parce qu'il a révélé notre pays. Il a construit le pays, il a posé des actes qui portent déjà des fruits et qui porteront encore des fruits après lui. Et c'est pour cela que nous pensons que demain, ensemble, unis, main dans la main, nous allons marcher, nous serons plusieurs milliers de jeunes Béninois. Nous allons marcher sur l'avenue des Armées pour lui dire merci. Merci de nous avoir éduqués. Merci de nous avoir inculqué des valeurs républicaines, des valeurs patriotiques, valeurs du sacrifice pour la nation. Merci d'avoir fait tout ça. Merci de nous permettre aujourd'hui de savoir que le Bénin est un pays envié, un pays respecté. N'importe où vous allez aujourd'hui, au monde, les gens disent non, le Bénin, vous avez fait un grand pas. On vous respecte. Vous êtes devenu un pays de tourisme que les gens visitent régulièrement. Allez à l'aéroport, allez un peu partout. Les gens arrivent ici tout le temps, rien que pour voir nos monuments, rien que pour voir Cotonou, ce que Cotonou est devenu, rien que pour voir Ouida, ce que Ouida est devenu. Regardez tout ça. Et c'est tout ça qui fait un pays. Et pour ça, demain, les jeunes Béninois lui diront
Merci, Monsieur le Président. Vous avez cité tout à l'heure quelques valeurs que le chef de l'État incarne. L'autre façon aussi de rendre hommage à quelqu'un, c'est d'incarner ces valeurs-là. Vous pensez que notre jeunesse est en mesure justement de suivre cette dynamique, de mettre en pratique ces valeurs au quotidien? Bien sûr. Bien sûr. Pendant 10 ans, il nous a montré qu'on peut faire le travail, qu'on peut faire le job, à partir d'un certain nombre de principes. Et aujourd'hui, ce n'est pas que moi, mais moi je peux dire qu'en 10 ans, quand je l'ai observé travailler avec de jeunes gens autour de lui, son gouvernement, avec des jeunes ministres, tout ça, il y a beaucoup de choses que moi-même, j'ai compris, que j'ai appris. Et je sais désormais ce qu'il faut faire face à certaines situations. Le calme, il faut se sacrifier pour le pays, les intérêts du pays d'abord. Avant, est-ce que c'était ça? Les intérêts du pays d'abord. Il faut construire le pays, il n'y a que ce pays que nous avons. C'est le seul que nous avons. Et avec cette lancée, avec la dynamique en cours, une dynamique qui ne va pas s'arrêter, il faut construire. Ensemble, il faut se donner la main. Il faut respecter les gens, les valeurs et puis le sacrifice pour la nation. Il nous a appris cela. Que en tout, il faut le Bénin d'abord, les intérêts du Bénin d'abord, et mettre les intérêts politiques, les intérêts personnels de côté et parler du pays, l'avancement du pays, le développement du pays. Et nous savons aujourd'hui, même si le président Patrice Talon part demain, celui qui vient après lui, nous savons que ce sera une continuité. Ce qui va être corrigé le sera. Et nous allons continuer à apprendre. Parce que c'est du pays qu'il s'agit. Alors, demain, à l'occasion de cette marche, quels sont les messages que nous allons lire? Merci Patrice Talon, c'est tout? Merci Monsieur le Président. Merci pour le chic. Merci pour les réformes institutionnelles, réformes du système partisan, réformes politiques. Merci pour les investissements. Merci pour, comment on appelle-t-on? Merci pour les tout stades, ce qu'il a fait. Pardon? Pour les merci stades, pour la GDIZ. pour Merci pour la GDIZ. Merci pour les différents projets et programmes qui permettent aux jeunes d'avoir de l'emploi ou de créer leur propre entreprise, de s'auto-employer et de s'auto-suffire aujourd'hui. Je pense que la liste est très longue. Et beaucoup de messages. Nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire. Nous allons implorer Dieu et les mains de nos ancêtres de continuer à le protéger pour nous, à guider ses pas, à lui donner une parfaite santé et la longévité nécessaire afin que tout ce qu'il a semé, qui porte déjà des fruits, il y en a qui ne portent pas encore de fruits, et bien qu'il puisse rester là et voir les fruits, les résultats de ces investissements et de son sacrifice quotidien en faveur de notre pays. Voilà les messages que vous allez voir. Et ce sera une jeunesse unie, main dans la main, qui va marcher ensemble pour chanter, remercier Dieu et remercier Patrice Talon pour toutes ses œuvres à la tête de notre pays pendant ces 10 dernières années. J'ai encore une dernière question pour vous, au-delà de l'hommage que vous allez rendre à Patrice Talon demain. Quelles sont aujourd'hui les attentes prioritaires de la jeunesse? Ou bien pensez-vous que tout est déjà fait pour les jeunes et on devrait se contenter de cette marche et puis bon voilà. Tout n'est pas fait. Les jeunes veulent encore de l'emploi. Ça, c'est la première attente. Les jeunes veulent de l'emploi. Les jeunes veulent savoir qu'ils vont continuer à être dans un pays sécurisé, comme ce fut le cas ces dernières années. Les gens ont tenté de nous bouleverser un peu, mais grâce à Patrice Talon et grâce aux forces de l'ordre, nous tenons encore et nous sommes debout, le Bénin est debout. Nous voulons continuer à être dans un pays sécurisé. Les jeunes auront de l'emploi, plus d'emplois. D'accord? Les jeunes, les parents, les populations, encore plus de centres de santé, encore plus de projets et programmes pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, pour favoriser la prise en charge des jeunes et des femmes, pour l'accompagnement des femmes en termes de microcrédit et autres. Il y a encore des défis à relever et nous savons que le futur président, comme je l'ai dit, ça va être une continuité et ce qui doit corriger le sera pour que notre pays continue d'être un pays de paix, un pays de développement, un pays de stabilité, un pays démocratique. Merci à vous, Merci, cher Eric. Hassen Yaouvi. Je voudrais, pour finir, remercier, si vous le permettez, très sincèrement, le professeur Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, et le ministre d'État, son Excellence, M. Abdoulaye Biotchane, et les dirigeants de nos partis politiques qui ont accepté et accompagné les jeunes dans la mise en œuvre de ce projet-là. Nous leur promettons que demain,
nous ferons une très forte mobilisation à la hauteur de nos partis politiques pour montrer que notre pays est uni et indivisible. Ensemble, nous marcherons tranquillement, main dans la main. Ce sera une marche blanche, main dans la main, pour dire merci au président Patrice Talon. Merci à tous les ministres qui ont travaillé à ses côtés pendant ces 10 dernières années. Merci au président de nos formations politiques et souhaiter bonne chance au nouveau président élu Romuald Wadaye, parce que c'est un jeune et nous sommes fiers de savoir qu'après Patrice Talon, c'est un jeune qui prend le pouvoir. Et ensemble, les jeunes avec lui, nous travaillerons pour montrer au président Patrice Talon, aux différents présidents de nos partis politiques, que la jeunesse mérite et qu'elle est prête à continuer à construire ce pays avec eux. Voilà qui est bien. Docteur Hassane Yaouvi, vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation de cette marche de gratitude à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon. Merci de votre disponibilité. Vous êtes aussi acteur politique et président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives à la mairie d'Abomey-Calavi. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, monsieur Eric. Actu Matin se poursuit. Je vais retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actu sur le net. Mais avant, marque une pause. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité, c'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI, pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic.
Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Retour sur le plateau d'Actu Matin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour à tous. Avec vous, on s'intéresse à présent aux avis de nos internautes sur les sujets brûlants de l'actualité sur les réseaux sociaux. C'est ça Eric, et cette semaine, une série de drames secoue la toile. C'est d'abord les images d'une femme traitée avec une cruauté sans nom dans la commune de Semepodi qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et comme si cela ne suffisait pas, au cours de cette même semaine sur la toile, on aurait appris qu'une adolescente élève en classe de première a trouvé la mort dans les circonstances particulièrement troublantes qu'on essaye de résumer dans cet élément. Un drame d'une Et bien voilà, quelques soucis avec ce condensé de vos commentaires et avis sur les réseaux sociaux. Un élément qu'on va retrouver sans doute avant la fin de ce numéro d'Actu Matin. Mais est-ce qu'on peut, on peut passer aux vidéos drôles Oui, on va passer aux vidéos drôles. Oh Jésus, d'où Jésus? Oh Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui. Je me confie à toi. Oh Jésus, Jésus Tout-Puissant, omnipotent, omniprésent. Oh Seigneur, ouvre les yeux, regarde. Kofi Bombo a des problèmes. Jésus, je suis venu te demander un service. Rends-le-moi et je te serai reconnaissant où je suis là. J'ai un problème très crucial. Titanesque. Mon problème, il est tellement grave. Il est plus grave que Titanic. Où je suis là. Jésus, j'ai un problème de 15 000. Aide-moi et je te serai reconnaissant. Ça, je ne te mens pas.
Ça, Jésus, 15 000 francs, ça c'est rien pour toi, ça je connais. Si tu veux vraiment m'aider là, 15 000 francs c'est trop petit. Mais moi j'ai besoin de 15 000 francs où je suis là, Jésus, Seigneur Jésus. Jésus! Oh! C'est bon! Pourquoi c'est bon? C'est bon! Mais pourquoi c'est bon? Mais tu te rends Jésus pour 15 000 francs! Pourquoi? J'ai 15 000 francs et tout le camp! Et laisse Jésus se concentrer sur mon seul cas! Jésus. Oh, pardonne-moi, Seigneur, de m'être emporté. Mon ami, oui. Mon ami, tu es tout pour moi. Je suis venu te dire merci. Vraiment. Chérie, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Prends les 2000 là et vas-y. Pardon? Prends les 2000 sur la table et vas-y. Non, jamais. Aujourd'hui seulement, moi, je prends pas 2000. Chaque fois, c'est ce que tu me fais. Jo, tu as quoi? Avec tout ce que je fais pour toi, je suis tout le temps disponible pour toi. Malgré que tu es mariée, je suis là. Je suis discrète dans la relation. Non, franchement, aujourd'hui, je ne prends pas 2000 francs. Non, mais attends. Le syndicat a dit de toujours donner 2000. Prends les 2000 Quel et pas. syndicat? Moi. Quel syndicat? Non, Le non. syndicat a demandé 2000. Donc prends les 2000 et pas. T'es s'il te sérieux, plaît. là? Oui, ne me chauffe pas le cœur. Prends les 2000 et pas. Le syndicat vient nous sauver dans les situations délicates. Et toi, tu penses que tu vas manger mon argent gratuitement comme ça? Prends les 2000 et va-t'en. Ça... Hé! Elle a volé mon argent! Hé! C'est ça que vous méritez, vous les avares. Espèce d'avare imbécile. Ah bon? Depuis que tu es parti au Canada, tu ne nous appelles plus, non? On verra bien. God have mercy upon us. Tout pour aller sur le net pour le compte de cette semaine. Merci Florence, une fois encore, toutes nos excuses pour ce contenu justement que nous n'avons pas pu exploiter. Il s'agit de vos condensés, de vos commentaires, de vos avis sur les différents sujets que vous avez abordés tout au long de cette semaine. Si tout va bien, on va retrouver justement le condensé avant la fin de votre émission matinale. Merci à vous Florence Bossa. Très bonne journée. Actu Matin se poursuit. Je vais installer à présent le forum de discussion. On fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses.
des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. De retour sur le plateau d'Actu Matin, Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Ulrich Gaba, bonjour. Ces derniers jours, le président Patrice Talon et le président élu Romia de Ouadani ont effectué ensemble plusieurs visites de terrain, justement, pour constater l'évolution de quelques travaux. À quelques semaines de l'investiture prévue pour le 24 mai prochain, ces apparitions publiques côte à côte ne passent pas inaperçues entre symboles de continuité, l'action publique, stratégie de transition aux démonstrations de cohésion au sommet de l'État. Nous allons essayer justement de commenter ces sorties. Talon Ouadani, côte à côte, quelle grande leçon. Ça va être le thème de nos moments de change. Allez, Ulrich Gaba, dites-nous, comment interprétez-vous ces apparitions conjointes du président sortant et du président élu sur le terrain? Si je ne vous répondais pas, après nous sommes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est une manière de dire, de montrer au public que entre Patrice Talon et Romia Ouadani, il y a une sorte de filiation politique. Il y a une sorte de parrainage, une sorte de mentorat. Voilà. Donc vous imaginez, c'est vrai qu'il a choisi, le président Patrice Talon a choisi son dauphin. Son dauphin est allé aux élections. Pendant toute la période de campagne, si vous l'avez remarqué, on n'a pas trop vu Patrice Talon. C'est stratégique. Il ne faudrait pas qu'il soit tout le temps derrière pour qu'on dise oui, il use de son pouvoir pour imposer son dauphin. Donc il est resté très discret. Son dauphin est allé, il a gagné les élections. Et maintenant, il est déjà a priori le président de la République, en attendant bien évidemment son investiture officielle. Et cette image que nous voyons, c'est pour vous dire simplement qu'il rentre déjà dans sa peau de président de la République, même si le mandat de son prédécesseur n'est pas encore officiellement terminé parce que ça finit par une autre investiture. En le mettant à côté, ça veut dire que Ouadani travaille déjà, apprend déjà aux côtés de son mentor, même s'il est resté pendant longtemps aux côtés de son mentor, et être ministre des Finances pendant un moment et être président de la République, c'est deux choses bien différentes. C'est vrai que c'est toujours la fonction de l'État, mais ici, c'est la fonction suprême de l'État. Donc, quand on voit Ouadani aux côtés de Patrice Talon, surtout pour les chantiers qui sont en construction, c'est une manière de dire il n'est pas encore investi, mais déjà, il prend déjà le pouls de tout ce qui doit être fait. Et c'est aussi une manière de montrer à la population que c'est la continuité. C'est le gros message qu'il faut retenir. C'est la continuité. Je pars, mais je reste toujours là à travers une autre personne. C'est le gros message qui est là. Et ça prouve aussi qu'il y a cette bonne intelligence entre le président sortant, Patrice Talon, et le président qui va bientôt entrer, Romia de Ouadani. Donc c'est la communion des deux hommes à travers la continuité. Franck Arnaud. Donc, je pense que l'apparition de Patrice Talon et de Romia de Ouadani, l'un qui est président en exercice et président élu, qui est l'autre, je pense que ce n'est pas du tout anodin. D'abord, au-delà de l'image que cela projette, cela n'aurait pas eu du tout n'aurait pas suscité de réaction, n'aurait pas suscité de commentaires si on l'avait fait un peu avant les élections, parce que c'est son ministre de l'économie et des finances, et donc aller sur le terrain, de pouvoir aller toucher. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, parce qu'il est toujours ministre de l'économie et des finances. Sauf que maintenant, il a il a un nouveau manteau qui est président de la République. Et d'ailleurs, dans une vidéo, on a entendu le président de la République, Patrice Talon, l'appeler Monsieur le Président. Donc, c'est pour dire que c'est, au-delà de tout, une façon de montrer le chemin. Ce n'est pas du tout mauvais de montrer comment ça se passe, parce que dans la peau de ministre, il y avait la posture qu'on pouvait adopter, mais dans la peau de président,
eh bien, il y a une posture, il y a la posture qu'il faut adopter. Je dirais simplement que Patrice Talon est un bon maître parce que nous avons vu comment tout le processus a été mené, le choix, comment il a fait preuve de leadership dans le choix du candidat de la mouvance. Tout s'est passé un peu comme sur des roulettes. Et donc, pour s'assurer de la suite de tout ce qui va se passer, eh bien, il est en train de montrer encore le chemin. Au-delà de ça, j'ai pu écouter un analyste qui dit, sur les vastes chantiers qui attendent Romuald Wadayi, il y a également des priorités. Donc, c'est de façon subtile, en l'amenant en le conduisant à certains endroits sur le terrain, c'est pour mettre l'accent, un point d'orgue sur certains projets, sur la vision peut-être qui n'a pas été parachevée par endroits, et donc lui montrer le chemin à suivre. Dès que tu auras les choses en main, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas abandonner, et je pense qu'un maître ne peut pas faire mieux que ce que Patrice Talon est en train de faire là. Je pense que c'est un bon message dans l'opinion, c'est un bon message pour les Béninois, ceux qui pensent que après Patrice, des gens qui ont dit, et ce n'est pas, enfin c'est un secret de Polichinelle, et si on laissait Talon continuer, parce qu'on a touché du doigt tout ce qu'il a réalisé. Mais nos lois ne permettent pas, et lui-même en tant que président, il a promis défendre à Porto Novo, déjà en 2016, de respecter la Constitution. Il a fait un premier mandat, il a fait le second, et il est en train de partir, il veut passer la main. Mais il va s'assurer, comme tout bon père de famille, que celui à qui il est en train de transmettre l'héritage pourra bien le gérer. Et pour bien gérer cela, c'est de montrer véritablement le chemin à suivre. Le chemin est tout tracé, mais il y a également la façon dont vous passez votre chemin. Il y a la méthode que vous utilisez. Il y a également la façon de mettre en œuvre vos idées. Donc je pense que c'est une bonne chose et cela montre que les deux s'entendent et que les deux vont s'entendre pour la suite de la gouvernance. La performance sera là. L'idée de conduire le Bénin encore plus loin, l'idée reste. Et puis les deux, Wadayi n'aura aucun des conseils chez un ancien président qui par Sukoa est son mentor. Donc je pense que c'est déjà l'image là qui est projetée dans l'opinion. Ne soyez pas surpris donc de voir Patrice Talon faire son apparition par moment pour aller voir ces chantiers qu'il a conduit lui-même avec son ancien ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui président de la République. C'est bien, il a dit qu'il va se promener dans les rues de Cotonou comme un simple citoyen pour savourer un peu le niveau de développement de son pays. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment bénéfique pour notre pays. Est-ce qu'on peut parler d'un modèle de transition apaisée? Bien évidemment, on peut parler de modèle de transition apaisée. Et que je vais vous rafraîchir un peu la mémoire pour que vous voyez. Nous avons toujours eu quand même la transition apaisée, chaque fois. Observez un peu, je veux vous ramener très très loin, bon pas si loin derrière nous, il y a quelques années, lorsque Mathieu Kérékou quittait le pouvoir pour remettre le pouvoir à Boni Yayi, je l'ai vu danser, ou du moins c'est ce qui s'est quelque part de danse, au son de feu d'Assagaté. Et ça a amusé un peu, les Béninois se sont dit, bon ouais, voilà, c'est du Kérékou tout pur. Il voulait s'amuser un peu et montrer qu'il passe le témoin. On a vu Boni Yayi à la fin de son mandat. Mais sur l'exemple de Kérékou, on ne le voyait pas non plus dans les rues de Cotonou avec son prédécesseur. Non, il a fait cette transition à sa manière, mais c'est toujours la transition pacifique. Donc je reviens maintenant à un Boni Yayi qui a offert la Bible à son successeur. C'est aussi une transition. C'est aussi la transition. Ben oui, c'est toujours la transition. C'est certainement un code, c'est certainement un message que vous ne me demanderez pas certainement de décrypter ici. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, on a vu une Bible offerte à Patrice Talon. 10 ans après, nous sommes en train de voir maintenant le président Patrice Talon sortant qui tient la main de son successeur pour aller sur les chantiers. Vous voyez, c'est le président sortant qui donne une image précise de la lecture que lui-même il fait de la suite. Vous avez vu, l'autre a dansé.
du Tipenti avec Dassagaté. Il a donné son image à lui, sa connotation à lui. Mais vous avez vu, il y a toujours cette fraternité d'une certaine manière. Regardez l'adversité qu'il y a eu entre Boniaï et Patrice Talon avant les élections et après les élections. Observez. Que vous le veuillez ou non, cette transition, elle se fait toujours de façon pacifique. Et cette fois-ci, c'est, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, après nous, c'est nous. Donc, on a vu Romuald Ouadani travailler aux côtés de Patrice Talon pendant longtemps. Il n'a pas démissionné, il est resté là, il est resté ministre des Finances jusqu'à la fin. Et à la fin, il est devenu président de la République. C'est toujours la transition dans un système pacifique. Donc j'estime que le Bénin, moi l'image que je retiens, c'est plutôt une image, l'image d'un Bénin très fort. Un Bénin mature. Un Bénin qui sait transcender ses clivages privés, ses clivages ethniques, ses clivages politiques. C'est un Bénin qui sort toujours grandi de tous ces problèmes. Comment les populations perçoivent-elles ces visites conjointes entre les deux personnalités? Est-ce que pour vous, ça renforce auprès des citoyens une certaine confiance dans nos institutions? Je dirais oui, mais avant l'exemple donné par Ulrich, je ne crois pas que ce soit véritablement, que les contextes soient les mêmes. On sait que, par exemple, la bataille a été dure, très dur entre, disons, le camp de Patrice Talon et le camp de Boniaï. À la passation de service, évidemment, Boniaï qui laissait un pays à son adversaire politique, je pense qu'il fallait, en son temps, il fallait tout au moins soigner les apparences. Ceux qui pensaient voir Boniaï, disons, antipathique, qui pensaient le voir peut-être la mine serrée, il a démontré tout le contraire. C'est un homme d'État. Mais le contexte n'était pas le même. Ici, c'est Patrice Talon qui a choisi son dauphin, qui a remporté les élections. Et donc, c'est des hommes qui sont habitués à leur méthode mutuellement, qui sont habitués à travailler ensemble. Et il amène encore sur le terrain. Il est à ses côtés pour visiter des chantiers. Je crois qu'il y a une sorte de transition en douce qui se prépare et de façon apaisée. Alors, l'image ou l'écho que cela dans l'opinion, je pense qu'il y a deux catégories de réactions ou d'interprétations que nous avons dans l'opinion. Il y en a qui pensent que, écoutez, Patrice Talon est toujours là, il restera là et il va toujours guider les choses, il va toujours tirer les ficelles dans l'ombre. Et il y en a qui pensent que c'est une façon de consacrer la technocratie qui a toujours à la tête de l'État, c'est-à-dire Patrice Talon, qui est le commandant en chef, et puis ses lieutenants, les ministres et tout, ceux qui l'aident à faire la chose, et également pour donner une image de quelqu'un qui a confiance en celui qu'il est en train de placer là, qui pourra faire le job. Donc voilà les deux sortes d'interprétations. Chacun y va selon sa position, selon sa posture, selon l'expérience qu'il a vécue, selon ce qu'il a retenu de l'homme pendant les 10 ans et de ce qu'il a retenu de Ouadani pendant les 10 ans au poste de ministre de l'économie et des finances. Donc, que ce soit la première interprétation dont j'ai parlé ou la deuxième, je pense que aucune d'elles n'est mauvaise. Le Bénin qui gagne, on pense que c'est le Bénin qui est en train d'avancer parce que le travail abattu par Patrice Talon est colossal. Le travail qu'il a abattu, si celui qui va lui succéder ne prend pas également le même rythme, n'imprime pas un rythme plus élevé d'ailleurs, je pense que nous allons régresser et Patrice Talon n'aura pas du tout envie de voir cela dans son fauteuil à la maison, de sa position d'ancien président de la République. Il faut amener là-bas maintenant encore très haute et c'est cela par ailleurs qui inquiète ou qui préoccupe certains Béninois pour dire est-ce que ce sera fait. Et je pense qu'au cours de la campagne, les ambassadeurs de Romuald Ouadani, les militants de la mouvance ont eu le temps de rassurer les populations. Patrice Talon, en sortant avec Romuald Ouadani, président élu, est encore en train de confirmer cela pour leur dire, je pars, mais celui qui va faire le job, il le fera aussi bien que moi. Alors, Ulrich Gabar, est-ce que c'est parce que, à l'issue des élections, c'est Romuald Ouadani, proche collaborateur de Patrice Talon, que nous observons ces images-là, ces scènes-là?
peut-être, je dirais, Paul Rompé gagnant des élections, est-ce que nous aurions remarqué, cette transition que vous jugez d'apaisée et tout ce que vous utilisez comme adjectif? Ouais. Vous le savez, vous avez la réponse, certainement. Je crois que vous avez bien la réponse. Vous savez, déjà, entre le ministre Ouadani et le président Talon, mais il y a une sorte, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de filiation politique. Et ces deux personnes ont beaucoup travaillé ensemble pendant 10 ans. Donc vous imaginez que si c'était Paul Rompé, c'est vrai qu'il y aura peut-être une bonne transition, un peu comme nous avons vu la transition avec les Kérékou et les Yahi, et on n'aura pas cette complicité entre ces deux personnes, parce que Talon et Ouadani ont travaillé pendant longtemps. Il y a une grande complicité entre les deux. Les grandes réformes qui ont été amorcées, travaillées et mises en place sur l'ensemble du territoire national pendant ces 10 dernières années ont été faites par ces deux hommes. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont également contribué, mais ces deux hommes étaient vraiment au cœur de ce système-là. Donc, il y a une belle complicité. Et cette belle complicité, c'est ça qui donne les résultats que nous voyons. Mais un Rompé serait peut-être l'élu du peuple après les élections présidentielles de 2026, que nous n'aurions pas cette image-là, parce qu'il n'y a pas, en tout cas à ce que je sache, il n'y a pas une grande complicité entre Paul Rompé et Patrice Talon. Donc déjà, on voit deux personnes qui ont travaillé ensemble pour atteindre un résultat précis. C'est vrai que le chemin, il reste du chemin, et là, c'est comme le menteur qui vient dire, oui mon filleul, nous sommes venus à telle étape. Je fais le tour avec toi pour que tu comprennes que tu as encore du travail, tu as encore du chemin à parcourir, et je pense que c'est ça. Donc, s'il n'y avait pas cette complicité entre les deux, je ne pense pas si c'est un Paul Rompé serait élu, serait l'heureux élu, l'heureux élu plutôt de l'élection présidentielle de 2026, que moi, je pense que, et j'en suis convaincu, il n'y aurait pas cette image de conduite main dans la main pour visiter les chantiers. Je n'en suis pas si certain. Mais ici, on montre simplement qu'il y a une complicité. Il y a une intelligence entre les deux personnalités. Et au-delà de Patrice Talon, c'est pour vous dire simplement que les travaux vont se poursuivre. Et Ouadani est là, il prend déjà acte de tout ce qu'ils ont fait ensemble, et il pourra les conduire, peut-être demander des conseils quand il aura besoin de Patrice Talon. Franck Gaounou. Oui, Ulrich a terminé par disons, une observation assez forte. Les travaux vont continuer. C'est-à-dire que Patrice Talon est en train de montrer que le temps de l'action n'est pas terminé. Le temps de l'action va se poursuivre sur le temps politique, c'est-à-dire que nous avons fini avec les élections. Maintenant, déjà, le travail commence pour le président qui est élu, et pour mieux réussir, pour mieux appréhender la teneur de la tâche qu'il attend déjà sur le terrain, et surtout inculquer la méthode. Parce que c'est vrai, Romuald Ouaddaï était aux côtés de Patrice Talon pendant les 10 dernières années, mais Patrice Talon, en allant sur le terrain, Patrice Talon, en mettant en œuvre ses actions, a une façon de le faire. Donc, lui transmettre cela, plus ce que de son intelligence, Romuald Ouaddaï va faire de pouvoir présidentiel, je crois que les deux vont produire un résultat positif pour le développement de notre pays. Le développement, c'est quoi? C'est que nous ayons la construction d'autres infrastructures, un développement équilibré, la lutte contre l'extrême pauvreté. Et quand vous placez votre mandat sous le sceau de la lutte contre l'extrême pauvreté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur à faire, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de tâtonnement. Vous devez travailler pour que le dernier Béninois, pour que celui qui vit dans les hameaux du confin du Bénin puisse ressentir l'action publique, puisse ressentir et être soulagé, parce que l'extrême pauvreté, on l'a dépassé. Je reviens à la question, c'était de savoir si c'était Paul Rompé, est-ce que nous aurions eu ces images? Non, si c'était Paul Rompé, je pense qu'on n'aurait pas eu ces images-là avant la passation de charge. On aurait eu les félicitations, on aurait eu pour avoir la posture d'homme républicain, on aurait eu en tout cas une ambiance détendue, mais on n'aurait pas eu des visites quand même de chantier entre les deux, parce que c'est deux idéologies qui s'opposent. Les autres disent
si je viens, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ceux-ci sont dans la continuité. Il faut poursuivre les actions qui ont été entamées depuis 2016 et depuis 2021. Donc, on n'aurait pas eu certainement ces images, mais on aurait eu des images assez conviviales à la fin, lorsque Patrice Talon va lui passer le témoin. C'est ce qu'on aurait eu, pas du tout, mais, enfin, côte à côte, comme on l'a vu sur des chantiers. Parce que l'autre ne voudra pas se faire dicter la méthode. Ils ont leur méthode en tant qu'opposant, en tant que, disons, challenger à Patrice Talon, donc ce serait carrément différent. On n'aurait pas eu ces images. Il y a quand même aussi une lecture politique, parce que on sait que dans l'arène politique, quand bien même on assiste à des transitions les plus douces, les plus apaisées au sommet de l'État, il arrive toujours ces moments, à l'épreuve du pouvoir, quelques rapports tendus. Est-ce que ces images peuvent nous projeter dans ce que, entre Wadayi et Patrice Talon, ça va être toujours une très bonne relation? Je vais simplement vous renvoyer au Sénégal pour que vous compreniez ce que vous dites. On a vu Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui étaient très ensemble avant les élections. Comparaison n'est pas raison, je le dis. Mais on les a vus et le peuple les a soutenus. Peut-être que l'un a utilisé l'aura de l'autre pour être là où il doit être. Bon, là, on ne parlera pas de ça. Mais on a vu l'avant-élection, on a vu avant-élection, et on a vu après-élection, c'est-à-dire pendant le mandat. Et aujourd'hui, on voit cette séparation, ou du moins, disons, ce clivage sérieux qui est en train qui naît déjà et qui prend de l'ampleur entre ces deux personnalités. Donc, et tout récemment, vous avez vu ce qui se passe actuellement au Parlement de l'autre côté, où une loi a été votée, et même le camp de Diomaye Faye est en train de supporter actuellement l'opposition. Vous voyez un peu, quand on est face à tout ceci, on se dit, en politique, il n'y a pas de jamais, il n'y a jamais. Donc, c'est bon, on a un bon mentor, on a un bon filleul, qui sont ensemble, qui ont travaillé ensemble pendant 10 ans. C'est vrai que le Sénégal n'est pas exactement le Bénin n'est pas exactement le Sénégal, et les mêmes causes en politique, les mêmes causes peuvent produire d'autres effets. On peut voir un Wadayi qui fera, une chose est claire, Wadayi fera l'épreuve, il subira l'épreuve du pouvoir. L'épreuve politique surtout du pouvoir. C'est vrai qu'il y a le volet économique, social, tout ce qui va suivre, mais surtout politique, il va subir l'épreuve politique du pouvoir à travers déjà son propre camp. C'est par son propre camp que ça va commencer. Et quand dans cette épreuve-là, il sera peut-être appelé à se voir consulter Patrice Talon, et il arrivera également peut-être des moments, je dis bien peut-être des moments où il va prendre des décisions sans le consulter. Ne pourront pas s'entendre, parce que peut-être le filleul voudra prendre certaines décisions, et le mentor lui dira non, ne le faites pas. Et il arrive aussi, n'oubliez pas aussi, il y a le concert des chefs d'État dans la sous-région, où il arrivera des mois où des gens vont dire attends, Wadayi, c'est toi qui es le chef de l'État, c'est toi qui prends ta responsabilité. Rapidement pour finir. Alors, la question que vous posez, c'est la dimension humaine. Non, au-delà dimension politique, est-ce que ces images que nous voyons de proximité, de bonne entente, ça cause, ça rit, et voilà, et qui annonce une transition apaisée, est-ce que dans la gestion du pouvoir, à l'épreuve du pouvoir, on peut toujours espérer que les choses soient ici entre les deux hommes? Alors, si vous ne voulez pas mon thème humain vous dérange, c'est la dimension politico-humaine de la gestion du pouvoir. Je voudrais dire que pour le Bénin, si on pense au développement du Bénin, il faudrait même prier pour que cela n'arrive pas. Je vous dis pourquoi. Vous voyez, Patrice Talon, bien avant... Donc cela pourrait arriver? Non, quand on est humain, il peut avoir des accrochages, il peut avoir des différends que vous gérez à des moments donnés. Mais Patrice Talon, vous savez, il était dans les affaires, mais il était très impliqué dans la chose politique. Voilà quelqu'un qui est allé en exil, qui est revenu... Parce qu'il avait des ennuis avec le régime en place. Il avait des ennuis, mais qui est revenu et qui a été élu président de la République. Ça veut dire qu'il connaît bien l'écosystème politique de notre pays. Alors, lorsque moi je lis très bien ce qu'il s'est passé jusqu'à l'élection de Romuald Wadayi, je parlais tout à l'heure d'un bon maître. Il a travaillé, Patrice Talon, à... disons, concilier toute la classe politique. Vous ne me direz pas que, lorsque vous prenez la mouvance dans son entièreté, que tout le monde est d'accord pour le choix de Romuald Wadayi. Mais avec le leadership de Patrice Talon,
on a pu avoir le consensus national autour de l'homme. Ça veut dire qu'il a fait un travail de fond. Il a assuré, disons, une bonne organisation des élections. Il a coopté, il a coaché. Et nous le voyons encore aux côtés de Wadayi pour lui montrer le chemin à suivre. Donc, même humainement, je pense que s'il devrait y avoir de problèmes, ils sauront comment gérer. Il doit avoir une voix intérieure qui doit dire à Wadayi, écoutez, attention, ne faites pas ce que vous voulez faire. Merci. Ce qui est sûr, un président finissant a peut-être des intérêts, de petits intérêts qu'il doit protéger, tout ça. Et celui qui vient le remplacer doit le savoir. Le cas de Sonko et de Diomaye Faye, c'est que les deux exercent le pouvoir politique. Patrice Talon est en retrait aujourd'hui et il observera avec la grandeur d'esprit qu'il faut, avec la grande... attention, on verra bien. Attention quand on parle de retrait, de quoi parle-t-on? Parce que n'oubliez pas que Patrice Talon... Retrait ne veut pas dire retraite politique. Ben voilà, justement, il faut tenir compte de cet aspect-là. Merci à vous, Franck Aounou. Merci à vous, Ulrich Gaba. C'est la fin, justement, de cette matinale. Si tout va bien, nous allons suivre à nouveau ce condensé de vos réactions et commentaires sur les grands sujets que vous avez abordés sur les réseaux sociaux. Juste après, ça va être la revue de presse. Portez-vous bien et à très bientôt. À toutes et à tous, bonjour. L'affaire de la jeune femme torturée par le feu à Ekpe, commune de Semekpodi, connaît un tournant judiciaire décisif. Pointe les 4 vérités. 6 personnes ont été placées sous mandat de dépôt mercredi 29 avril 2026. Ceci après leur comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un 7e individu, toujours en fuite, est activement recherché, souligne le quotidien. De son côté, l'activiste béninois Kemi Seba a comparu, selon un rapport dûment établi par Fraternité, ce mercredi 29 avril 2026, devant le tribunal régional de Pretoria, en Afrique du Sud. À l'issue de l'audience, la juridiction a décidé de prolonger sa détention provisoire et de reporter l'examen de sa demande de mise en liberté sous caution au 11 mai prochain. Lors de l'audience, la procureure s'est opposée à la libération sous caution sollicitée par la défense. La question du statut diplomatique de l'activiste a notamment été abordée. Le passeport présenté n'a pas été reconnu comme suffisant par la juridiction en l'absence d'accréditation officielle ou d'ordre de mission validé. Décryptage Info informe pour sa part qu'en fin de mission au Bénin, le représentant résident de la CEDEAO, l'ambassadeur Amadou Diong, a été reçu en audience ce mercredi 29 avril 2026 par le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point de la coopération et d'examiner les perspectives à l'échelle régionale. Amadou Diong a saisi l'occasion pour plaider pour la construction de convergences fondées sur l'histoire, la culture et les traditions institutionnelles ouest-africaines en vue de renforcer la coopération entre la CEDEAO et la Cour constitutionnelle. L'ambassadeur de la CEDEAO s'est rendu également à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous apprend la boussole. Cette rencontre a été l'occasion de dresser un bilan exhaustif de la coopération entre l'organisation régionale et l'institution béninoise de régulation des médias. Au cours de l'audience à lui accordée, Amadou Diong a exprimé sa gratitude pour la qualité des relations entretenues avec la HAC, mettant en avant la dimension humaine et fraternelle de ses échanges avec son président. Il a salué le rôle central de l'institution dans la régulation des médias, en particulier lors des périodes électorales. La couverture médiatique des élections communales, législatives et présidentielles a été citée comme un exemple de professionnalisme et de rigueur, témoignant de la capacité de la HAC à garantir un traitement équilibré de l'information dans un contexte démocratique exigeant. Fin de la revue de presse de ce jeudi 30 avril
2026.